Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 117. Moi c'est Plax, il est 8h30 du matin. Pour une fois que c'est moi qui me lève tôt, Thiergo. Je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, mon petit Australien? Eh ben écoute, 8h30 du matin, c'est quand même pas 2h du matin. Je peux te dire que j'étais, quand je me suis connecté pour le dernier podcast avec Jerry, j'étais un peu tout azimuté et j'ai revu la vidéo derrière où non seulement il y a les problèmes techniques de lag en général, mais tu vois aussi que je suis très très fatigué. Donc j'apprécie qu'on puisse faire ce petit épisode à un horaire qui soit plus convenable. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce qu'on n'est pas dans la saison, donc on n'est pas obligé de le faire juste après un match. Donc on peut le faire un peu quand on veut, donc tant mieux. Aujourd'hui, on va parler de Hard Knocks, puisque il y a eu 4 épisodes et on a vraiment envie voilà, on a fait des résumés sur le blog, mais on a plein de choses à dire et plein de choses à raconter. Avant cela, je vais partager mon écran, puisque on voulait vous parler du Patreon. On a besoin de vous. Vous savez qu'on a un blog, on a un podcast qui est hébergé, on a un Twitter, on essaie d'animer au maximum cette communauté, de faire tout ce que l'on peut pour vous partager des choses. Mais évidemment, ça a un coût et nous avons besoin de vous pour nous supporter. Est-ce que tu peux expliquer, Thiergo, comment ça marche, s'il te plaît? Ben oui, comme vous voyez à l'écran, patreon.com/onlyagiantpodcast, c'est la plateforme qu'on utilise sur laquelle vous pouvez nous soutenir financièrement si vous le souhaitez. Vous avez différents niveaux d'abonnement, Graham Gano, 3 euros par mois, Dexter Lawrence, 0 par mois, etc. Alors, il n'y a pas de donation one shot, mais vous pouvez quand même le faire. Vous vous abonnez à un mois et quand vous êtes débité, vous vous désabonnez tout de suite. Et nous, ça nous aide énormément. Ça paye tous les frais d'hébergement, etc., du blog. Et quand on a un peu de surplus, on s'en sert pour justement faire des goodies qu'on distribue à nos auditeurs bien volontiers. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas participer, ne vous en faites pas. Déjà, le fait que vous likez nos posts, nos épisodes et que vous commentiez, ça compte énormément pour vous. En tout cas, voilà, vous avez l'adresse patreon.com/onlyagiantpodcast. Et le dernier concours qu'on a fait... donateurs. Et voilà, merci à tous, évidemment. Le dernier concours qu'on a fait, il y avait un t-shirt à gagner. Je m'excuse platement auprès de Yann qui avait gagné le t-shirt. Je viens de l'envoyer cette semaine. Je suis absolument désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, j'ai mis très longtemps. Et on a eu alors j'ai mangé son nom. Je le dirai tout à l'heure. On a eu un tout nouveau donateur qui a participé cette semaine. Et sache que j'ai envoyé en temps et en heure ses goodies. Tout va bien puisqu'il avait participé. Je ne sais plus à quel niveau, mais il avait eu des sous-bocs et des stickers. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. On a parlé du Patreon. Au moment où on enregistre ce podcast, ah oui, tiens, on n'en a pas parlé, Thiergo, mais il y a eu une cérémonie d'ouverture des JO, puisque quand même, est-ce que tu as pu la suivre, toi, de où tu es? Juste comme petit aparté. Elle commençait à 3h du matin, donc non. je l'ai pas regardé. Non, mais par contre, ce matin, j'ai foutu un replay. J'ai pas encore tout regardé parce que je crois qu'elle fait 5 heures de long. Ah ouais, c'est long, c'est au moins 3h30, 4h, ouais, je pense. Ouais, donc en fait, je me suis arrêté au moment où ils apportent le drapeau sur le Trocadéro, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. J'ai l'impression que généralement en France, on a quand même un peu accueilli ces JO en disant « Ah, ça va être de la merde, ça va être le bordel ». Mais quand tu vois la cérémonie, tu dis « Ouais, ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. » Moi, je peux te dire que les mecs qui organisent Los Angeles, ils ont dû regarder en disant « Punaise, comment on va faire pour faire un truc comme ça ?» Parce que là, à la fois, ça a cassé tous les codes du genre, on est en pleine ville, donc il y avait des événements un peu partout, il a fallu synchroniser. Je peux te dire que le mec qui était à la régie, qui devait synchroniser l'ensemble des 8000 caméras qui étaient un peu partout, il a dû passer un sale quart d'heure, mais c'était... Alors, il a plu, il y a des moments, ça saccadait un petit peu, mais globalement, en termes de messages passés, de grandiose, de faire des choses extravagantes. Enfin, c'est complètement fou. Moi, je t'avoue que j'étais un peu dans le camp de ouais, ça va être des mecs qui vont défiler sur un bateau. Voilà, on ne pouvait pas être plus loin de la réalité que ça. Et en fait, je suis resté devant un peu dessous du long. C'était complètement fou. Non, mais et je ne m'attendais pas en fait à ce que la délégation française soit aussi énorme. Donc, je crois qu'on a 470 athlètes. Les Américains sont pratiquement à 500. Et les Australiens, c'est la 3e plus grosse délégation avec 350 ou 400. Enfin, c'est des trucs absolument énormes, quoi. C'est gigantesque. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'était très cool. Bonne surprise en tout cas de ma part. J'ai des potes qui étaient. Ça avait l'air compliqué parce que je croyais qu'ils étaient tous en tribune et tout. En fait, non, tu pouvais être juste dans un espèce d'espace en fait où je sais pas trop. Il faudrait que je leur demande aujourd'hui ce qu'ils ont réussi à voir. Mais avec la plèbe. Et j'avais cru que tu allais dire la pluie, mais avec la plèbe. Avec la pluie aussi. Mais d'ailleurs, en parlant de la pluie,
J'étais quand même assez impressionné par tous les danseurs et les gars qui faisaient du skate, etc. Ah En me ouais, disant, mais mec, pareil. les plateformes sur lesquelles sont doivent être glissantes. Alors, faut Ouais. croire que non. Mais bon, pas d'incident. Et je pense que le pinacle, en tout cas de ce que j'ai vu, c'était quand même Philippe Catherine qui est apparu en Dionysos bleu. Complètement fou, complètement fou. Non, mais c'était n'importe quoi ce truc. Excellent, je moi pense ça que, m'a fait trop marrer. je pense que le monde entier a regardé ça en disant, mais what the fuck? Qui est ce mec? Ouais, déjà, nous, on connaît, on se dit, oh là là, ouais, ok, bon, on savait, on connaît le personnage, mais il est quand même un peu ouf. Alors, le Ah, monde c'est entier a clair. dû se dire, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, alors, parlons de Hard Knocks. Et on va pas suivre épisode par épisode, mais on va parler des grands thèmes qui sont revenus, parce qu'il y en a qui reviennent sur plusieurs épisodes, et puis on en profitera pour illustrer un tout petit peu sur certaines images. Alors, vous savez qu'on a fait des articles résumés de chaque épisode pour ceux qui ne peuvent pas regarder, si jamais, et on va vous partager quelques visuels, mais avant qu'on parle en détail, je voudrais ton avis, toi, Thiergo. Qu'est-ce que tu penses de ce Hard Knocks? Parce que je sais que tu étais plutôt de ceux qui étaient un peu déçus des Hard Knocks classiques, Training Camp, où finalement c'était un peu édulcoré, on voyait plus grand-chose, etc. Est-ce que là, tu trouves que c'est plus intéressant et qu'il y a plus de choses et est-ce que tu es plus intéressé pour le regarder? Au-delà du fait que ce soit sur les Giants, évidemment, mais qu'est-ce que tu en penses en général? Ouais, je pense qu'au-delà du fait que ce soit sur les Giants, ça aurait pu être une autre équipe, je l'aurais regardé parce que on est sur un aspect complètement nouveau et cette fois, on n'est pas en train de faire le training camp. C'est pour ça que la formule standard du Hard Knocks ne présentait plus d'intérêt. C'était tout le temps les mêmes histoires, training camp, le gars qui arrive, qui a été non drafté, qui va se faire couper. Voilà. Bon, voilà. Là, maintenant, on est sur quelque chose de complètement différent. Ça commence en février quand la saison est terminée. On ne s'intéresse plus tellement aux joueurs. Si, on s'intéresse aux joueurs, mais de manière indirecte. Là, on s'intéresse en fait au cadre dirigeant de l'équipe, au general manager, au coaching staff, qui prennent des décisions pendant toute cette période sur qui va construire l'équipe de la saison suivante. Donc déjà, en fait, c'est super intéressant d'être dans le bureau du general manager parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on a joué à Madden et à d'autres jeux de gestion et on est un peu tous general manager du dimanche aussi quand on veut. Et là, on est dans le bureau de Joe Shane. Alors, bien entendu, Joe Shane, il est très conscient qu'il a les caméras sur lui, donc il ne va pas tout dire non plus. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien sa communication. Mais on a pu voir les coulisses de la free agency, les coulisses de comment est-ce que se passent des trades, comment se passent les relations avec les propriétaires. C'est ouais, très très intéressant. Ouais, et malgré tout, hein, tu dis, il a les caméras sur lui, il le sait, effectivement. Et de toute façon, à la fin, je pense qu'une fois que le montage est fait, les Giants ont évidemment le droit de regard sur ce qui a été publié ou pas avec des changements potentiels. Globalement, ils ont quand même autorisé beaucoup d'informations, je trouve, et c'est plutôt cool. Ce sera intéressant de comparer les années d'après, parce que je pense qu'ils le referont. À mon avis, ça doit plutôt bien marcher. Ils le referont avec d'autres équipes. Et comme tu dis, moi aussi, je regarderai, parce que même si c'était pas les Giants, en fait, je trouve ça vachement intéressant. Mais ce sera intéressant de voir le nombre la quantité d'informations distillées. Est-ce que ce sera aussi ouvert que là sur d'autres équipes? On verra bien. Mais j'ai trouvé que c'était cool, comme tu dis, de voir un peu ce qui se passe en backstage, les échanges. Moi, des questions à la con, mais je me demandais, est-ce que des GM, est-ce qu'ils s'appellent basiquement avec leur téléphone portable ou est-ce qu'il y a une espèce une ligne rouge, tu sais, États-Unis, URSS, il y a un truc pour s'appeler, c'est tout bête, mais comment tu discutes? En fait, c'est très chill, t'appelles le mec, ouais, allô, t'en es où? Est-ce que tu veux échanger ça? Non, bon, ok, machin. Voilà, des choses comme ça. Et puis même, est-ce que John Et ils Mara sont arrive potes. dans le bureau? Ouais, vas-y. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Et en fait, je disais, et en fait, et ils sont potes aussi. Et Bien il y a sûr. une réflexion qui est faite par, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais tu sais, c'est la seule nana qui est dans l'équipe de scouts des Giants, où à un moment, elle dit, bon, bah, en fait, on est tous dans la même équipe et tout, et parmi nous, il y a des futurs GM. Et en fait, il faut savoir que Joe Shane, bah, il est pote avec le GM des Panthers parce qu'ils ont Ouais. bossé ensemble, leurs familles Mhm. sont super proches, etc. Et ça, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire des cadeaux pour autant, mais ça facilite les Ah discussions bah, c'est quand clair. tu as une proximité avec ces gens-là. Et c'est très important en fait d'avoir de bonnes relations avec les différents GM de l'équipe. C'est Enfin, exactement ce que je me suis dit en regardant. Il faut que tu aies des bonnes relations. Et bon, alors je sais pas si par défaut ils ont les numéros de tout le monde. À mon avis, quand tu es en NFL, tu dois avoir une liste quelque part qui te permet, quand tu es GM, d'avoir le numéro des autres GM par défaut, à mon avis. Mais effectivement, quand tu es pote, on parle pas juste connaissance et qui t'entend bien. C'est un vrai pote, le gars des Panthers, avec qui il part en vacances, etc. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Si tu veux bien, j'aimerais qu'on commence par parler qui est le feuilleton qui a duré 2 ou 3 épisodes, je me souviens plus,
évidemment, le plus important, Saquon Barkley. Et on en a parlé un tout petit peu avec Jerry Foley de Giants Insider sur l'épisode précédent. Et je vais te redonner, moi, mon avis que j'ai eu en regardant ces épisodes. C'est que dans la tête de Joe Schoen, c'était assez clair depuis longtemps que Saquon Barkley ne reviendrait pas, qu'il n'allait pas le re-signer. Et un peu ces épisodes, ces échanges qu'on a vus, c'était un peu de l'enrobage pour mettre ça un peu beau en disant oui, on te laisse faire ci, faire ça, machin. Mais quand on l'écoute en fait dans son discours, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quels sont nos besoins principaux ? Et il va te citer la O-line, il va te citer les DB, il va te citer je sais plus quoi. Puis il dit en fait, quand on fait cette liste, on voit que le poste de running back descend de plus en plus. Après, il te parle de la free agency. Il te dit, free agency, il y a une liste de running back assez impressionnante. Le marché, il est assez fou. Donc, on va avoir de quoi remplacer Saquon Barkley sans trop de problèmes. Il place tous ces arguments pour qu'au final, la conclusion, ce soit, en fait, on ne va pas le re-signer. Et globalement, au moment où l'agent de Saquon Barkley appelle en disant, on a eu une offre avec tel truc, et ça dépasse d'un tout petit peu ce que Joe Schoen était prêt à mettre, il dit direct I'm out, on laisse tomber, nous c'est bon, voilà. Dès qu'il peut en fait se retirer du truc, il le fait. Donc pour moi c'était prémédité, il le savait depuis longtemps qu'il voulait pas mettre 12 millions sur un running back. Voilà. Est-ce que toi tu es de cet avis-là ou est-ce que tu l'as vu de manière un petit peu différente ? Non, je pense en effet comme toi que il savait très très tôt qu'il n'allait pas être capable de re-signer Saquon Barkley, même si autour de lui, il y a plein de personnes qui lui en parlent. Alors, j'ai plus les noms des membres de son staff, mais il y en a qui disent, mais est-ce qu'on est vraiment certain que personne va lui donner autant d'argent ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le retaguer et tenter de l'échanger ? Il y a Mara, et on reparlera un peu plus de John Mara plus tard, qui dit franchement, s'il va chez les Eagles, je vais avoir du mal à dormir. Et en fait, Joe Schoen, il dit plein de trucs pour contrer tout ça. Il parle notamment du fait qu'il faut privilégier la ligne offensive. Il parle aussi du fait, il dit non mais attendez les gars, on lui a offert 13 millions par an l'année précédente, il n'en a pas voulu. Alors, on a entendu dire que les Giants n'ont pas offert de contrat à Saquon Barkley avant qu'il parte chez les Eagles. Si tu simplifies, oui, c'est vrai, on n'a pas offert de contrat. Tout simplement parce que Joe Schoen a dit, mais en fait, l'argent que je suis prêt à mettre sur un running back aujourd'hui, si j'offre ça à Saquon Barkley, parce que c'était du 7 ou 8 millions, il dit, c'est insultant. Donc moi, j'ai trop de respect pour Saquon Barkley pour lui proposer ça. Remettre un franchise tag, c'est aussi insultant. Donc, la meilleure solution, c'est quoi ? C'est de dire à Saquon Barkley, écoute, et d'ailleurs, on a la discussion avec Saquon Barkley. Apparemment, Saquon Barkley n'était pas au courant qu'il était enregistré, mais bon, il dit rien de bien méchant non plus. Mais où en fait, il dit à Saquon, il dit, écoute, voilà, on va pas faire ça parce qu'on a trop de respect pour toi. On te propose que tu ailles chercher une offre ailleurs. Et puis, si ça matche bien, enfin, je veux dire, si ça reste dans nos moyens, on matchera. Et je ne sais pas si tu as vu l'interview que Saquon Barkley a fait là récemment où il donne sa version des faits. Et Saquon Barkley a dit en fait que pour lui, à partir de ce coup de fil, c'était essentiellement la fin des Giants. Il dit en fait, pour moi, les Giants, à partir du moment où ils me laissaient aller sur le marché, même s'ils allaient matcher, ça ne veut pas dire que je serais revenu chez les Giants. Donc lui, dans sa tête, il était déjà parti. Et on le sent dans sa voix aussi où il n'est pas super emballé et tout. Et il y a une dernière chose que Joe Schoen dit aussi, c'est parce qu'à un moment on dit ouais, mais il ne faut pas oublier quand même que Daniel Jones il marche bien avec Saquon Barkley. Et là, Joe Schoen dit on ne paye pas un QB 40 millions de dollars juste pour qu'il file le ballon à un running back à 12 millions de dollars. Et ça peut paraître extrêmement froid et sec, mais il a raison. On pourra reparler plus tard, mais en fait, il a raison. Finalement, tu mets de l'argent sur ton quarterback, c'est pas pour qu'il dépende d'un autre joueur. Alors, un truc global sur Joe Schoen, c'est que il a l'air ultra sympa. Il est toujours souriant, machin. Mais je pense que quand il a un truc à dire, il le dit et il en a rien à péter. T'es pas content, il le dit quand même. Et c'est lui qui a la décision finale, lui revient à lui, quoi qu'il en soit. Il a des scouts, il a plein de gens qui bossent pour lui, qui lui donnent des décisions, des avis, des trucs. C'est son job qui est en jeu. Si jamais il se passe quelque chose, c'est lui qui prendra la décision finale. Et c'est pareil pour Brian Daboll. Ça a l'air d'être un mec super sympa, même s'il pète des câbles à des moments, on l'a déjà vu.
quand il y a son job qui est en jeu parce qu'il y a des décisions importantes à prendre, c'est lui qui prendra la décision et voilà. Et donc les deux, je pense, sont un peu du même tempérament, c'est-à-dire on est des gens cool, il n'y a pas de souci, mais quand il y a une décision importante et quand il y a quelque chose, on vous dit ce qu'on pense vraiment et ils le sont comme ça. Donc, et on le voit clairement dans les épisodes. Donc c'est plutôt logique par rapport à ce qu'on avait entendu d'eux avant. Ouais. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Saquon Barkley avait l'air un peu blasé. De toute façon, quand il est au téléphone, il est là, oui, bah, tu sais ce que je veux, de toute façon, machin. Mais c'est vrai que le fait qu'au moindre possibilité, il va ailleurs pour un contrat finalement qui est, je sais plus si c'était ça qu'il avait proposé 2 ans avant, mais bon, peut-être que lui aussi, dans ses mots, est-ce qu'il avait dit Ouais. ok. C'est inférieur, puisqu'il y a 2 ans avant, c'était 13 millions par an, avec, si je ne dis pas de bêtises, 25 millions garantis, donc essentiellement les 2 premières années garanties. Et il y a quelque chose aussi que j'ai noté dans les échanges entre Joe Schoen et Ed Berry, l'agent de Saquon Barkley, c'est, tu sais, il parle une première fois, et quelques heures avant l'ouverture de la négociation entre agent et équipe, Ed Berry appelle Joe Schoen en disant bon, au fait, on a déjà quelques échos et il y aurait des équipes qui offriraient 12,5. Donc, on n'est pas en train de parler de l'ouverture de la free agency, on est en train de parler de l'ouverture de la fenêtre de négociation qui sont les 48 heures avant l'ouverture. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe avant, c'est interdit. Donc, l'agent d'Ed Berry était déjà en communication avec différentes équipes et c'est pour ça que les Eagles ont signé Saquon Barkley aussitôt, aussi rapidement. Bah oui. Mais d'ailleurs, ils ont eu une enquête. On leur a dit oui, attention, machin. Et finalement, ils ont rien eu. Ils n'ont pas été pénalisés. Il n'y a pas eu de sanction. Non. Mais malheureusement. Mais tout ça pour dire que bon, on s'y attend. Et même nous, avant de voir cet Arnox, on savait très bien que il y avait quand même pas mal de chances que Saquon Barkley trouve quelqu'un qui soit prêt à lui payer pas mal d'argent. Mais au final, Barkley part pour une équipe qui ne paye pas tellement plus que ça. Mais il y a aussi un épisode, je crois que c'est dans le 4e épisode, où en fait il y a des scouts qui voient Saquon Barkley au Pro Day de Penn State, parce que Barkley a fait ses études là-bas, et ils disent tous ouais, bah c'est cool de voir Saquon, c'est le business, personne ne lui en veut chez les Giants qu'il soit parti chez les Eagles. Et c'est vrai que ça a fait mal aux fans. Et même moi, j'ai été piqué quand la news est tombée. Aujourd'hui, ça me fait beaucoup moins chier qu'avant. Mais non, bah, par contre, quand il va nous mettre 200 yards à la course contre nous, ça va nous faire chier. Non, mais voilà, le truc, c'est que c'est un business. Et il a décidé d'aller ailleurs et parce qu'il pouvait avoir plus d'argent. On n'a pas voulu lui offrir cet argent-là. Bah oui, il a le droit de le faire. Voilà. Oui, bien sûr. Là, on le voit discuter, c'est ça que tu parlais, une scène où il discute avec Carmen Bricillo, notre coach de la ligne offensive. Il y a 2 scouts avant qui parlent de lui, ils le voient de loin, ils disent ouais, bah, c'est un bon gars, machin. De toute façon, personne lui en veut. C'est, comme tu dis, c'est un business. Après, il y a une scène aussi, pour finir sur Saquon Barkley, parce qu'on a déjà beaucoup dit, mais il y a une scène où on voit Joe Schoen, alors je ne sais plus à quelle occasion, mais il parle du fait que statistiquement, à partir d'un certain âge, les running backs commencent à plonger et ça fait partie des postes où malheureusement tu es très jeune dans la zone rouge, on va dire, où tu commences à être moins bon. Alors, c'est pas vrai pour tous les joueurs, ça dépend de plein de choses, mais je crois ce qu'il dit, c'est à peu près à 27 ans. Et donc, peut-être que le contrat qu'il lui proposait l'année dernière aussi n'aurait pas été le même que cette année, puisque bah, il est 1 an plus vieux et finalement, bah, ça joue aussi. Et on l'a déjà dit, de toute façon, Saquon Barkley n'est pas le même. Alors, c'est toujours un joueur excellent, mais il n'a pas la même énergie et la même vitesse de pointe qu'il pouvait l'avoir au début. On l'a vu l'année dernière où il se faisait rattraper par des DB, là où quand il était dans sa première ou deuxième saison, c'était home run et il allait marquer. Donc bon voilà, il a un petit peu ralenti maintenant. Je suis sûr que derrière la O-line des Eagles, il va faire des très belles choses et ça va bien nous faire chier, ça c'est évident. Bref, parlons sur le sujet suivant. Est-ce que tu veux qu'on parle de la free agency et des signatures que l'on a fait pendant la free agency? Moi, je voudrais déjà te partager une image. Est-ce que tu te souviens de cette image? Est-ce que tu la vois? Ouais, ça, c'est au Senior Bowl. C'est le début des discussions entre Joe Schoen et Dan Morgan, le nouveau GM des Panthers.
Et Ouais. comme on disait un peu plus tôt, ces deux-là, alors je ne sais plus dans quelle équipe ils ont travaillé ensemble, c'est peut-être les Dolphins, Ouais, j'avais en tête Dolphins aussi, mais mais je en suis tout pas sûr cas, à 100%. voilà. Mais en tout cas, ils se connaissent super bien. Mm. Leurs femmes sont potes, les enfants passent des vacances ensemble. Donc en fait, il y a vraiment de Mm. la proximité entre les deux. Et dans Mm. cette scène, ils sont en train de discuter sur le bord du terrain en disant bah oui, au fait, d'ailleurs, Brian Burns, qu'est-ce que vous en faites? Ouais, bon, on va le trader. Vous voulez Ah, combien? Oh, bah, c'est pas vraiment comme ça. Il parle de je sais pas quoi. Il dit est-ce que tu veux échanger mon 6e tour contre je sais pas quoi? Parce que les Panthers avaient le premier normalement cette année, mais ils l'avaient échangé ah avec oui, les c'est Bears ça, ou je t'as sais plus raison. quoi. Et Ouais. lui, il dit mais tu veux pas Brian Burns contre 2 premiers tours de draft? Et c'était ce que l'année dernière, les Rams avaient proposé pour Brian Burns. Ouais, et ils ont Et Josh Allen, refusé. il dit non. Il dit en fait, oui, mais non, pas à ce prix-là, quoi. Et il lui fait comprendre si je peux être intéressé, mais pas à ce prix-là. Et après, il dit bah, un premier et un deuxième tour. Et on sait qu'au final, ça finira sur un deuxième et un 5e tour. Donc on est très loin de ce qu'il avait offert. Mais en tout cas, c'est là où il ouvre la porte pour la première fois. Oui, et en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils sont potes qu'ils se font des cadeaux pour autant. Mm. Mais ça facilite certes les échanges parce que tu as toujours plus envie de discuter avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Et juste avant de clore l'échange, il y a ce coup de fil dans le bureau de Joe Shane où Dan Morgan lui demande un 7e tour en plus. Et là, c'est marrant parce que tu vois, tu as Joe Shane qui fait mais pourquoi est-ce que tu veux rajouter un 7e tour? Moi aussi, il faut que je trouve des joueurs et tout. Il dit non, 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 attends, écoute, on s'est mis d'accord sur un 2e et un 5e, c'est mon dernier mot. Et puis ça se fait comme ça. Mais tu vois, c'est marrant, il essaie encore de gratter un petit peu plus pour avoir quelque chose et Joe Shane tient bon, mais ça fait partie du jeu de la négociation, de dire tiens, je te donne ça, et puis bah, on récupère Brian Burns qui, au passage, parce qu'il y a eu des discussions aussi avec Shane Bowen, ça aussi c'est aussi intéressant, c'est de voir que le GM, il n'est pas tout seul dans sa tour d'ivoire à faire à prendre des décisions en solo, il consulte ses coachs à tous les niveaux, hein, parce qu'on le voit discuter avec Brian Double, avec Bowen, on voit Kafka dans le 4e épisode, c'est le seul moment où on le voit. Mais il y a des discussions en fait à tous les niveaux pour se dire bah tiens, on pense à ce gars-là, qu'est-ce que tu en penses toi? Ah oui, bien sûr. Bowen était très très emballé par Burns, bien entendu. Ah bah c'est clair, de toute façon, je pense qu'il va pas faire venir un joueur sans avoir au préalable consulté quoi que ce soit. Ce qui peut-être n'était pas le cas dans le régime précédent. Là, je sais pas, on Ce va que pas j'allais dire, s'avancer. Mais Gettleman, à mon avis, ouais. Gettleman, à Parce mon que avis, de Gettleman signer et un Judge joueur. ne s'entendaient pas. De quoi? Tu disais quoi? J'ai pas entendu. Oui, je disais Gettleman et Judge ne s'entendaient pas. Ouais. Donc ça m'aurait pas étonné que Gettleman fasse des trucs dans son coin sans consulter Judge. Ouais, il lui mettait des joueurs dans les pattes et puis démerde-toi avec ça. Ce qui n'est pas du tout le cas, hein. On sait très bien ici que Joe Shane et Brian Daboll sont extrêmement potes et c'est peut-être presque trop à certains moments. Le jour où si l'un doit se séparer de l'autre, c'est peut-être un peu compliqué. En tout cas, voilà, c'est effectivement la première grosse signature et ce qu'il arrive à obtenir, je trouve, c'est un 2 et un 5, c'est quand même assez ouf. Et le fait, tu dis, il tient bon, quand il lui dit un 7e, il valide pas. Je pense qu'il lui fait la proposition en disant je suis prêt, je vais lui lâcher un gros joueur. Si je lui demande un 7e, à mon avis, il va me le donner. Et je trouve ça vachement cool que Josh Allen me dise non, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On s'était mis d'accord, puis là, au dernier moment, tu me demandes un 7e. Non, non, mais attends, laisse tomber. On reste sur ce qu'on s'était dit. Et à mon avis, il y a des GM qui auraient craqué, qui auraient dit bah, allez, vas-y, c'est bon, un 7e, qu'est-ce que c'est? De toute façon, je suis sur le point de faire venir un joueur qui, d'ailleurs, tu as vu, il est 55, 56e dans le top 100 des joueurs de cette année. Ouais, Là, j'ai vu ça, ouais. donc ça, c'est plutôt cool. C'est un mec qui n'a pas joué un snap pour nous, qui est déjà dans le top. Voilà, donc ça, c'est cool. Parce que c'est sur ses prestations précédentes chez les Panthers. Bien sûr, mais je veux dire, ça veut dire quand même qu'on signe un mec qui Ouais. est bon. Ça veut dire qu'on n'a pas pris un mec On n'a pas pris qui vient un de manchot. On n'a pas pris un manchot, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, sur la free agency en elle-même, ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est que là, ils nous montrent un petit résumé, ils ont fait une petite animation pour montrer les joueurs que visent les Giants vraiment pendant cette free agency. Et ce qui est assez stylé, donc il y en a là-dedans il y a Tyrod Taylor qui est déjà chez nous, mais qui a plus de contrat. C'est que sur l'ensemble de ces joueurs, on arrive à en faire venir 4 sur 6. Et je trouve que c'est plutôt beau gosse, parce que 4 sur 6, dans une free agency où tu ne maîtrises pas grand-chose, où il y a 31 autres équipes qui essayent de récupérer les joueurs, bah, c'est pas évident. On a Hunt, donc, qui venait des Dolphins et qu'ils estimaient à, je sais plus, 13, 14 millions et qui est parti à 20. Donc là, on se dit bien que, bah oui, ils n'allaient pas s'aligner sur ce prix-là. C'était pas le prix qu'eux, ils envisageaient. En tout cas, Runyan et Luminor, ça a marché. Ça a marché pour Singletary aussi. Ça n'a pas marché pour Taylor et Burns, on vient d'en parler, on a réussi à le faire venir. Ouais. Sauf que lui n'était pas free agent, il avait un contrat, donc il fallait réussir à le trade.
En tout cas, les 3 O-line, c'est clair qu'ils visaient pas les 3. Mais ce que je trouve vachement intéressant, c'est que c'était vraiment des joueurs qu'on voulait. Ça n'a pas été des ah bah tiens, on voulait lui et lui et lui, puis finalement merde, ils sont pas dispo, bon tant pis, on prend lui et lui quoi. C'est vraiment eux qui visaient parce que ça rentrait dans leur prix, parce que ça rentrait dans ce qu'ils attendent des joueurs, parce que point très important, ça rentrait dans le fait qu'ils ne se blessent pas. Alors on dit ça, tu as Illuminor qui vient de se péter une côte au bout d'un match, mais globalement, Runyan et Illuminor, c'est 0 match raté pour le premier et 1 match raté en 2 ou 3 ans pour le deuxième. Donc ça joue vachement, et il le dit, Josh Allen, hein, il le dit, il a joué tous les matchs depuis 2 ans, donc voilà, ça fait partie des joueurs qui voulaient signer. Donc à partir du moment où Hunt n'était pas disponible, clairement c'était leurs 2 cibles et ils ont réussi à les avoir. Peut-être un tout petit peu plus haut en termes de prix que ce qu'ils avaient imaginé. Je sais plus, c'est Runyan qui avait potentiellement un contrat chez les Jets. Ils disent allez, on met 1 million de plus et on le récupère. Et Luminers, pareil, ils voulaient 6, bon, ils ont mis 7. Et Joe Shane, il le dit, il dit bah de toute façon, c'est la free agency, c'est comme ça, il faut toujours un petit peu plus payer. Ils n'ont pas non plus mis 35 millions, donc c'est voilà. Mais je trouve ça vachement intéressant de se dire que ils ont eu des joueurs vraiment qui ciblaient depuis le début. Ouais, non, mais c'est ça. Et ce que tu dis en effet sur Runyan, c'est. Je crois qu'ils visaient 7 millions. Ils ont posé 7 millions et puis finalement, ils ont payé 10 millions par an. Et ils font la réflexion. De toute façon, c'est la free agency. Free agency, c'est le moment où tu surpayes un peu les joueurs. Après, 10 millions par an pour un garde, c'est pas non plus ultra déconnant. Et les Nord, le fait d'avoir Bricilo aussi, à mon avis, pas mal contribué parce qu'ils avaient l'avis d'un coach qui connaissait bien le joueur, qui pouvait dire ce qu'il était capable de faire, ses points forts, ses faiblesses. Ouais, dans l'épisode 4, il le dit, hein, quand il discute avec Saquon Barkley, il dit, parce qu'il parle de ces 2 joueurs-là avec Barkley, il parle de Runyan, évidemment il parle de la O-line, puisqu'il a beaucoup souffert de ça, Barkley, d'avoir une O-line pas terrible, et il parle de Runyan et Luminor, et il dit, Luminor c'est mon gars, il dit c'est mon enfant, voilà, parce que c'est lui qui l'a drivé pour qu'il devienne le joueur qu'il est. Ouais, et puis Double et Shane ont aussi une bonne connaissance de Devin Singletary qui a joué pour eux à Buffalo, qui s'appelle Motor. Moteur. Donc ça, moi j'aime bien ce petit surnom. Et après, au final, on reste vachement en surface sur ce qui se passe dans ces négociations de free agency. Mais je pense qu'en effet, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas montrer. Ils ne peuvent pas montrer toutes les discussions avec les agents parce que mais il y a peut-être aussi des agents qui n'ont pas envie d'être enregistrés. Et c'est peut-être aussi un peu compliqué à présenter dans le cadre d'une émission de télé-réalité comme Arnox. Mais ouais, c'était marrant de voir aussi cette petite séquence avec la représentation graphique, tu sais, là, la table de casino et puis les cartes qui sont dessus, etc. Moi, j'ai bien aimé cette présentation qu'ils ont faite. Ouais, du genre ça, là, comme ça, où ils te montraient. Bah, typiquement, attends, c'est. Voilà, ça c'est celui pour Runyan. Parce que, en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que même si tu n'as pas la discussion, tu n'entends pas en live les discussions, puisque c'est pas Joe Shane pour des joueurs comme ça qui appellent directement, c'est des assistants à lui, je sais plus qui fait ça, mais. Et le mec revient dans le bureau de Joe Shane, il dit bah écoute, voilà, je viens d'avoir l'info, les Jets proposent 9 millions, machin, l'agent m'a dit si on met 10, c'est bon, il est pour nous. Et là, il réfléchit, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y va. Et à un moment, ils hésitent, je sais plus si c'est. Je crois que tu as les Jets qui sont sur Runyan et tu as les Cardinals qui sont sur Illuminor. Et à un moment, ils se posent la question, est-ce qu'on met 1 million de plus ou pas? Et puis les mecs disent, mais en fait, de toute façon, si on le prend, il est titulaire direct. Ouais, bon, bah vas-y, on y va, de toute façon, il faut y aller. Et nous, on a besoin de monde sur la O-line, donc c'est comme ça. Mais oui, c'était rigolo, ce petit truc de, on a la carte Runyan, est-ce qu'on fait tapis sur Runyan, machin, etc. C'est vrai que c'était pas mal, ce petit truc. Mais c'est intéressant ce que tu dis de l'équipe autour de Joe Shane. Joe Shane, en effet, il n'est pas tout seul. Il a tout un tas de gars qui travaillent à différents niveaux. Il y en a un qu'on voit beaucoup pendant le premier épisode, j'ai oublié son nom, c'est le directeur of pro personnel qui est en gros c'est un peu le directeur du scouting NFL, c'est-à-dire que lui, il a une vision de tous les joueurs qui sont disponibles et de leurs points forts. Et pareil, ce gars-là, il n'est pas tout seul, il a des gars qui bossent pour lui, qui font remonter l'information. Mais on voit en effet... ouais, c'est ça. Voilà, on voit en effet ces réunions où ils sont 10 ou 15 dans une salle et à mon avis, ils peuvent passer des heures à parler de différents joueurs. C'est clair, ça doit être top, ça doit être génial comme métier de faire ça, de parler que de foot américain toute la journée. Non, ça va être... Non, mais et dans ces gars-là, tu as des futurs GM.
et pas Ouais, que bien chez sûr. les Giants, hein, dans Bah, toutes d'ailleurs, les équipes. le premier, c'est lui qu'on a Ouais. récupéré des Eagles, qui, à mon avis, va être GM dans pas très très longtemps. Mais voilà, donc en fait, et Joe Shane, lui, il a commencé comme étant le stagiaire d'un de ces gars-là. Donc Mhm. il allait chercher le café, il faisait des photocopies, il devait faire des tableurs Excel, mais c'est comme ça qu'il commence. Et Mhm. donc c'est ça ce qui rend en fait le truc aussi intéressant, parce que on se rend compte que le football américain, c'est pas que des gars qui se tapent sur un terrain de foot, hein, c'est une grosse partie du truc, c'est ce qui nous intéresse tout. Mais je pense que les vrais fans de football américain, ce qui les intéresse aussi, c'est ce qui se passe en dehors du terrain, les négociations, etc., la gestion, parce que, Mhm. tu vois, moi, je ne suis pas le foot, je ne suis pas le foot européen de comment ça se passe au Real, etc., parce que pour moi, il n'y a pas de cap, je trouve aucun intérêt à tout ça. Ouais. Le mercato, c'est des chiffres qui ne ressemblent à rien. Tandis qu'en fait, Ouais, ouais, en je suis d'accord. NFL, tu as un cap, et d'ailleurs, quand Joe Shane apprend que le cap finalement est plus haut que ce qu'ils Ouais. espéraient, tu dis ah putain, ça nous ouvre tellement de possibilités, on va pouvoir faire des trucs, c'est cool quoi. Ouais, ouais, complètement. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, toute la stratégie dans le entre guillemets «soccer», je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on appelle ça, mais ça le différencie du football américain, donc le football européen. Le fait que tu aies pas de limite, en fait, bah, les plus gros clubs payent les plus gros salaires et tu arrives pas à comparer. Tu sais, tu peux pas te dire: «Bah, tiens, un attaquant, ça vaut, il y a jamais ça. On dit pas: «Un attaquant, ça vaut tant». C'est tel joueur parce qu'il est comme ça. Quand tu vois qu'on a payé Kolo Muani 90 millions au PSG, tu te dis: «Bah, il y a pas de logique, en fait». Mm. Et tu peux pas dire, oui, on peut pas comparer à d'autres joueurs du même niveau qui auraient été payés tant parce qu'en fait, le prix qu'une équipe te vend quelque chose dépend pas d'un cap, mais dépend des moyens que toi tu as de payer. Donc en fait, clairement, Kolo Muani, il aurait été acheté par Rennes, il aurait été acheté 20 millions, mais c'est le PSG qui l'achète, alors il achète 90 millions. Voilà, c'est comme ça, et ça rend la chose beaucoup moins intéressante, et c'est aussi pour ça que l'intersaison, c'est aussi intéressant et qu'on aime autant suivre ça, parce que bah, justement, il y a tout ce jeu de je t'échange contre un truc, et puis tu peux pas faire venir un joueur. Ça, c'était un truc, je me souviens, quand j'avais joué au premier Madden, enfin, il y a longtemps, j'essayais de faire des transferts dans Madden, et je disais, mais pourquoi je peux pas mettre une somme d'argent pour faire venir ce joueur chez moi? Ouais, ça Et, fonctionne pas comme et, ça. et, et tu peux pas, en fait. Il fallait que tu mettes des tours de draft, des trucs. Et je disais, mais il manque une option. C'est de la merde, ce jeu. Il est mal fait. En fait, c'est juste que je comprenais pas comment ça marchait parce que c'était il y a longtemps et que je connaissais pas bien le truc. Qu'est-ce que tu as comme sujet sous le coude, mon petit Thiergo, pour la suite? Moi, j'aimais bien ton petit sujet sur John Mara. Je trouve que c'était Et intéressant. ben justement, parlons-en un peu avant d'aborder le dernier, qui à mon avis sera la draft. Mm. Mais John Mara, juste pour te donner un peu mon avis, c'est que ces dernières années, on a beaucoup lu dans la sphère des Giants, sur des blogs, pas tellement de la part des beatwriters, parce qu'à mon avis, les beatwriters Non. savent garder un peu d'objectivité, mais plus des radio shows ou des blogueurs qui disent John Mara, il est trop interventionniste, il empêche les GM de faire leur boulot, etc. Et ce qu'on voit pendant ces 4 épisodes, c'est que déjà, on voit John Mara à tous les épisodes, passe Oui. beaucoup de temps dans le bureau de Joe Shane, euh, mais pas Là, du tout l'image qu'on un... voit, c'est le bureau de Joe Shane, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu les Voilà. épisodes. Et très souvent, il toque à la porte et il va lui parler. Voilà. Il lui donne pas d'ordre, mais il lui pose des questions. Voilà, et en fait, il est là en observateur, fait bon alors, comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez prévu, et puis il donne son avis. Tu vois, il dit, franchement, Saquon Barkley, s'il va chez les Eagles, je vais avoir du mal à dormir. Il fait part de ses inquiétudes. Et c'est Mais quand à même lui qui aucun lâche les moment, millions et les millions, hein, donc ça peut se comprendre que le mec ait le droit d'un peu de regarder ce qui se passe quand même à un moment bah, donné. c'est le propriétaire, il a le droit de poser des questions, mais à chaque fois, il dit, mais c'est ta décision, Joe. Et on en parlait avant le podcast, et tu parlais du fait que justement, quand ils veulent parler de trade-up, lui, il fait le comparatif à ce qui s'était passé avec Ernie Accorsi, qui avait fait un trade-up pour récupérer Eli Manning. Et il dit, ouais, ça peut faire ou défaire une franchise, mais si vous avez une conviction sur un quarterback, allez-y, je suis derrière vous, je vous suis. Donc en fait, il donne son avis, mais il n'impose pas. Et je trouve ça très bien. Et en Mm. contraste, on a Steve Tisch, qui est quand même le copropriétaire, hein, qui lui est beaucoup moins présent, parce que Steve Tisch, il est plus dans le cinéma et tout, mais Oui, il a d'autres. euh, Il est pas son bureau à lui, c'est pas dans le facility des Giants. Il est pas là tout le temps. Il vient quand il y a besoin, mais ouais, lui, il est il doit plus à mettre sûrement de avoir un l'argent bureau, sur. mais il ne doit pas beaucoup l'utiliser, c'est sûr. Ouais, 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 c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est exactement ça. C'est John Mara pose des questions, il est intéressé, mais à aucun moment il va dire quoi que ce soit. Et je trouve que le plus flagrant, c'est au moment du trade-up. Tu as raison.
où il dit je vois la même chose qu'il y a 20 ans, mais si vous avez une conviction, allez-y, c'est vous qui prenez la décision. De toute façon, c'est vous qui connaissez le foot. Lui aussi connaît, évidemment, il a toujours baigné là-dedans, il dit pas n'importe quoi, il sait ce qu'il fait, comme un Jerry Jones qui sait ce qu'il fait. Sauf qu'un Jerry Jones, côté Cowboys, est quand même beaucoup plus investi, même s'il a pris des bonnes décisions. Je dis pas qu'il prend forcément des mauvaises décisions. Mais il n'était pas en même temps GM, d'ailleurs, Jerry Jones. Il a un double rôle en tant qu'il est propriétaire, mais il s'est donné un autre rôle aussi. Oui, il a eu un rôle de GM pendant un temps, et puis en fait maintenant il a refilé les rênes à son fils. D'accord. C'est plus lui qui est GM, mais il n'y a pas de general manager en tant que tel chez les Cowboys, c'est la famille qui occupe ce rôle-là. Ok, donc c'est beaucoup plus marqué chez eux. Et donc voilà, donc Mara, les deux trucs, tu as raison, ce qu'on entendait, c'est le premier, c'est lui qui prend les décisions, il coupe l'herbe sous le pied du GM, il va décider à sa place, c'est pas vrai, on l'a très bien vu ici. Deuxième, qu'on entendait beaucoup, bon là, c'est pas illustré dans les épisodes, mais c'était, il s'en fout de perdre ou pas. Alors là, pour en avoir entendu parler un paquet de gens qui le côtoient sur des podcasts et tout, ils te disent, mais c'est le mec le plus malheureux du monde et le plus énervé du monde quand on perd, surtout quand on perd contre les Eagles, où on sait que les Jets, ils les aiment pas trop non plus, etc. Il peut pas s'en foutre, c'est toute sa vie, les Giants. Ça a été, voilà. Donc, depuis qu'il est tout petit. Depuis qu'il est tout petit. Il y a ce passage quand il est dans le bureau de Brandon Brown et qui dit « Ah, j'aime bien cette photo » et tu vois une photo de Frank Gifford en noir et blanc. Il dit « Ah bah tu vois, moi j'étais sur la touche à ce match-là. » Et on parle d'une photo des années 60. Donc lui, c'est les Giants et la famille Mara, c'est une affaire de, c'est toute leur histoire. Et donc c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal avec les gens qui disent ouais, c'est pas normal qu'il y ait des membres de la famille Mara qui soient dans le front office. Alors, je suis d'accord, il ne faut pas qu'on leur file les clés du front office sans compétences, mais je pense que c'est aussi normal parce que pour qu'ils soient investis dans leur business. Moi, j'ai travaillé dans un groupe familial, je parle de ma vie là, de ma vie de juriste, où en fait, dans un groupe familial où la famille est actionnaire, bien entendu qu'ils s'intéressent à leur business parce que c'est tout leur patrimoine et ils veulent le faire grandir. Là, on est dans le monde du sport. Il y a aussi un aspect médiatique et culturel qui est aussi important. Tu laisses une image. Donc, les Maras, c'est tout à fait normal qu'ils aient un droit de regard sur ce qui se passe dans leur front office. Non, puis si tu es suffisamment intelligent, tu mets pas l'oncle débile à un poste important. Tu fais quand même en sorte de mettre des gens pertinents aux bons endroits. Il n'y a pas non plus 25 mecs qui sont dans les équipes derrière, ou des mecs qui ont des postes. Voilà, donc c'est assez léger. Et de toute façon, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais quand tu parlais de l'équipe autour de Joe Schoen a fait un sacré ménage. D'ailleurs, il était à peine arrivé qu'il avait déjà viré la moitié des mecs. C'est pas un enfant de cœur, on l'a déjà dit. Il est là et il fait les moves qu'il a à faire pour être bien entouré. Et là, je pense que maintenant, ça y est, il est bien entouré. Et il y a quelques mecs qui étaient vraiment vus comme un peu des boulets qui ont pas duré très longtemps. Et Joe Schoen les a vite identifiés et ils ont vite été dégagés. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir cette vision de John Mara qui est souvent là, qui pose des questions, qui s'intéresse, mais qui n'a pas la décision finale et qui n'influe pas. Ça influe entre guillemets quand tu dis je vais pas dormir machin, mais Joe Schoen il s'arrête pas à ça, il s'en fout. Depuis le début, dans sa tactique, il essayait de faire comprendre à Mara, il reviendra pas ton Saquon Barkley, essaye pas de me le faire revenir, il reviendra pas, je te le dis. Donc voilà, c'était, il le savait, il fallait juste qu'il lui fasse avaler la pilule, mais c'était comme ça. Peut-être dernier point qu'on va aborder, on est déjà à quasiment 40 minutes d'émission, c'est passé très vite. J'ai allumé la lumière parce que moi ça commence à faire un peu sombre chez moi. Ah vas-y, je t'en prie. Oh, quel beau. C'était pour nous montrer ton maillot de Dexter Lawrence, c'est ça? Ah, vous voyez il est stylé. Bravo. Ouais, dernier point, la draft. On a pas mal de choses à dire sur le processus de draft. Vas-y, je t'en prie. Non, la draft, donc on en a parlé sur plusieurs épisodes, on les voit scouter, etc. Ils échangent un peu sur les joueurs, etc. Mais c'est vraiment sur le tout dernier épisode où on les voit. Donc ça s'est déroulé en plusieurs temps. Ils vont d'abord faire les Pro Days, donc les Pro Days, vous savez, c'est quand les universités accueillent les équipes NFL et les joueurs se montrent. L'épisode d'avant, il y avait le Combine, où c'est dans le stade des Colts. Et là, bon, là, tu as les joueurs qui s'illustrent aussi, mais tu peux recevoir, d'ailleurs, je vais te pitaler un peu, on va voir. Non, c'est l'épisode d'encore avant, pardon.
Ça va être voilà, l'épisode 2, hein. ouais, c'est l'épisode 2 où ils reçoivent des joueurs dans leur petit bureau qui donne directement sur le terrain et puis ils posent des questions aux joueurs. Donc c'est là où tu as Nabers qui plusieurs fois il lui demande, il lui repose la même question quand ils le reçoivent chez les Giants d'ailleurs. Brian Daboll lui demande comment ça se passe quand le match se passe mal, que tu reçois pas le ballon. Oula, je suis désolé, il y a je sais pas si ça s'est entendu, il y a des pleurs derrière. Si, c'est entendu. Il va falloir qu'on abrège là. Allez, on va se dépêcher. Bon, la draft, c'était super, merci, au revoir. Non, et il lui pose la question et en fait, tu vois qu'il y a une petite connexion là entre Brian Daboll et Nabers parce que les deux, ils supportent pas trop la défaite et voilà. Mais il lui dit, t'inquiète, je comprends que tu sois pas content de pas être investi dans le match, de pas avoir de réception, etc. Moi, c'est pareil quand ça se passe pas bien, machin. Il va falloir juste que tu apprennes à contrôler un peu ça. D'ailleurs, Brian Daboll, il va falloir aussi qu'il apprenne à contrôler un petit peu, mais en tout cas, ça lui plaît un petit peu d'avoir il dit dog souvent parce que voilà, c'est ce côté un peu cette envie de gagner. Donc il y avait ce côté-là et dans le dernier épisode, vraiment là, on va plus loin, on voit les joueurs et ça va jusqu'à recevoir les joueurs. Donc là, c'est comment il s'appelle, Mike Gros, qui est le coach des receveurs, qui a les 3 receveurs, Odunze, Harrison et Nabers, il les reçoit, il leur pose des questions, etc. Et pour moi, le point d'orgue, le truc le plus important, c'est juste après cette séquence-là, où tu as John Mara qui pose la question à Mike Gros, qui lui dit, bon, tu as vu les 3 receveurs là, si là, tu as les 3 qui sont dispo, tu dois choisir un, tu prends qui? Et il dit Malik Nabers. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, ça veut dire que c'est pas un choix par défaut là aussi, c'est un choix prémédité et Nabers leur plaît depuis très longtemps. Et tu as certaines personnes, hein, il y avait ce consensus de Harrison Jr. est bien meilleur que tous les autres machins. Pour beaucoup, c'est équivalent et on verra comment se déroulera leur carrière, mais c'était intéressant de voir ça. Voilà. Et dernier point, et puis je te laisse. Vas-y. Juste sur ce point de Mike Gros, où justement, lui, il dit direct, c'est Nabers que je veux. En fait, une réflexion que je m'étais fait, c'est, tu sais, dans les deuxièmes épisodes, quand ils sont au combine, tu as une séquence de, je sais plus, je crois que c'est notre coach DDB qui est en train de discuter avec Tyler Nubbin. Et puis, il y a eu aussi un focus dans le 4e épisode sur Theo Johnson. Et en voyant ça, je me suis dit, bon, bien entendu, c'est pas par hasard qu'ils montrent ces séquences-là. Évidemment. En réalité, les Giants étaient intéressés par beaucoup plus de joueurs que ça. Et ces séquences ont probablement été aussi filmées pour qu'on puisse les utiliser en fonction du joueur qui a été drafté. Bien sûr. Mais là, pour ce qui est de Nabers, c'est le fait que le premier choix, c'est Nabers qu'on veut. C'est vachement bien. Tout comme Jayden Daniels, on pourra en reparler un peu plus, quand Josh Shane dit à Daboll, si on trade up pour récupérer Jayden Daniels, ça t'intéresse? Direct, il fait ouais. Et il y avait une préférence très très claire chez Giants pour Jayden Daniels par rapport à Drake May. Eh ben, alors, pas pour Kafka. Kafka était plutôt Drake May. Quand il lui pose la question, oui, lui, c'est Drake May. Et peut-être le fait qu'il n'y ait pas eu ce consensus, il y a peut-être, voilà, parce qu'il parlait effectivement de trade-up pour aller chercher un quarterback potentiellement. Donc Drake May qu'on voit ici à l'écran, là, il lui demande, bah voilà, quel décompte tu fais, comme ça, donc il dit, je sais pas quoi, bleu, 18, comme ça, 10 fois, etc. Il montre un peu comment il ferait. Et parce que c'est important pour qu'un QB sache donner le bon décompte, qu'ils comprennent bien. Et d'ailleurs, Daboll, il est pas tendre avec le quarterback. Hein. Quand il leur demande des trucs, il leur dira, là, tu fais quoi? Il les laisse pas réfléchir. Change le X par le Z, tu mets lui, là, il fait quoi? Le DB, il va là, qu'est-ce que tu fais, machin? Le quarterback, tu sens qu'ils sont un peu paumés et que, voilà, donc c'est ultra chaud. C'est assez rigolo, il les malmène un petit peu. Mais c'était intéressant. Et on parlait de... oui, parce que tu parlais de Tyler Nubbin. Alors, Shane Bowen, hein, il lui pose la question à un moment donné quand ils sont à Indianapolis. Shane lui demande qu'est-ce que tu en penses, machin. Et il dit, ah ouais, Tyler Nubbin, du genre, s'il était dispo, ce serait vraiment cool. Je crois qu'ils y croyaient pas trop qu'il soit dispo aussi tard, parce que c'était vu comme le meilleur safety. Et on voit également Drew Phillips. C'est Drew Phillips qui s'appelle le quarterback qu'on a pris en 3e tour. C'est un peu pareil. On voit qu'ils l'ont interviewé, donc tu as raison. Ils ont évidemment choisi ces séquences-là pour nous les montrer parce que c'est lui qui va être drafté derrière. Mais il y a un vrai intérêt. C'est pas un mec sorti de nulle part qui oh bah tiens, on va prendre lui parce qu'il est dispo, machin. Non, ils savent qui est le joueur, ils sont intéressés par le joueur. Ouais. Juste pour faire un petit point sur les tentatives de trade-up avec les Patriots. Ouais. Alors, on voit qu'il y a une première approche qui est faite au moment du combine où Josh Shane dit à Brandon Brown, je vais aller me balader du côté de la loge des Patriots pour discuter un peu. Il rentre dans la loge et il dit au GM, tiens, tu viens avec moi, on va discuter. Et puis, il commence à semer les graines en mode, bah voilà, est-ce que vous cherchez du monde, quoi. Et jusqu'au moment de la draft, il y a cette discussion quelques heures avant la draft où en fait Josh Shane l'appelle pour dire, bon bah alors, qu'est-ce que vous avez décidé, qu'est-ce que vous allez faire, et là, le mec des Patriots lui dit clairement, il dit, non, en fait,
soit tu nous files un truc qui est absolument démesuré et qu'on ne peut pas refuser, mais là, on va a priori plutôt rester à notre position pour drafter. Et là, il dit pour drafter un quarterback, il le dit. Hein. Oui, c'est vrai, pour drafter un quarterback. Et là Joe Shane dit, bon, ok, cette option, elle est morte. Et en fait, après ça, on a une séquence où en fait, Joe Shane explique aux deux propriétaires, hein, donc cette fois, on a Steve Tisch qui est dans la salle avec John Mara, le plan pour la draft qui est dans 1 heure. Et il leur dit, voilà ce qu'on attend des pics avant nous, de ce qui va se passer. Le trade-up pour un QB, bon, bah, en gros, c'est mort. Et il dit, bah, en fait, si Nabers ou Harrison sont disponibles en 6e, on va drafter. On n'échange pas, on draft. Ça, c'est clair. Donc, ils avaient une idée très, très claire de ce qu'ils voulaient faire si l'un de ces deux joueurs était disponible en 6e position. Mais en fait, ils disent aussi, mais en fait, on serait très content aussi d'avoir Rome Odunze. Et potentiellement, si on peut faire un trade down du 6e à la 9e position avec les Chicago Bears qui voudraient récupérer un tackle, bah, peut-être qu'on peut récupérer Odunze. Non, ils disent tackle. Ah bon? Oui, en fait, ils disent tackle. En fait, ils disaient que dans ces discussions, c'était les Bears montés en 6e pour prendre un tackle. Ouais, okay. Et eux pourraient récupérer Odunze parce qu'ils s'attendaient à ce que les autres équipes prennent des pass rushers. Et ils disent, mais si jamais quelqu'un passe devant nous pour récupérer Odunze, on peut toujours récupérer le tight end Brock Bowers. Donc en fait, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'ils ont une stratégie qui est claire et ils ont prévu différents scénarios pour ne pas être surpris au moment où ils sont on the clock et qu'ils n'ont plus que 15 minutes pour prendre une décision. Ah bah, là, en plus, l'animation, elle est bien faite parce qu'il te montre les trucs et les différents embranchements. Il te dit, s'il y a ça, alors on fait ça. Si là, c'est comme ça, nous, on peut faire ci, on peut faire ça. On a prévu un trade avec les Bears. Si les Bears nous appellent pour prendre, effectivement, tu as raison, un tackle. OK, on peut avoir ci comme ça. Et au final, les Bears ont réussi à avoir Odunze avec le choix numéro 9. Mais ce que ça montre aussi, c'est que les Giants, au choix 6, n'auraient pas pris Odunze. Donc, ils le mettaient clairement 3e dans leur liste des wide receivers par qualité. Un Harrison ou un Nabers, c'était soit 6, aucun problème. Par contre, si on descend, on peut quand même avoir un joueur qui est intéressant. Il veut dire qu'il l'aimait bien, mais il ne le mettait pas au même niveau et il valait un 9 pour eux, pas un 6. Donc voilà. Mais en tout cas, il avait tous ces scénarios en tête en disant, a priori, cette équipe va prendre ça, les Chargers, ils devraient prendre un tackle. Ce qui a surpris un peu, je ne sais plus qui était juste derrière nous, mais il dit une équipe, il devrait prendre un défenseur. Et en fait, le premier défenseur a été pris super tard dans le premier tour. Il n'y a eu que des attaquants pendant super longtemps. Mais au final, même s'ils étaient descendus en 9, ils auraient effectivement pu avoir Odunze potentiellement. Et on voit d'ailleurs un joueur duquel on n'a pas encore parlé, c'est JJ McCarthy. Alors on voit qu'ils en ont rien à foutre, hein, pour le coup là. Ils en ont rien à foutre, alors qu'on n'a pas arrêté de nous dire les Giants adorent JJ McCarthy, les Giants vont trade up pour JJ McCarthy. En fait, ils s'en branlent complètement. Mais donc n'ayez pas de regrets si vous voulez JJ McCarthy, parce que les Giants n'en voulaient pas de toute manière. Alors peut-être que dans 5 ans, JJ McCarthy aura gagné 3 Super Bowls et on s'en mordra tous les doigts. Hein. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais le fait est que voilà, ce qui se dit dans les médias et ce qui se passe dans les bureaux des GM, il y a quand même un gouffre. Évidemment. Ouais. Et là, on n'en parle pas du tout de JJ McCarthy. Alors, ils le reçoivent à un moment donné, on voit quand même, mais dans leur liste et dans leur. Ils avaient 3 QB, 3 receveurs, c'était ça. Mais en fait, ça fait. C'est normal qu'ils reçoivent parce que, notamment, il y a une question de. Il faut envisager toutes les possibilités et puis il faut aussi brouiller les pistes. Donc, ne pas interviewer un gars, c'est donner un signal aux autres équipes. Donc, en fait, tu les interviews tous pour en fait, laisser l'impression que tu es intéressé par... Non, puis tu as le droit à une 30aine d'interviews. Ce serait dommage de ne pas les utiliser en plus, parce que tu sais jamais, un mec qui slide au 2e tour et puis te retrouve à pouvoir le drafter, tu es content d'avoir eu des infos sur lui. Donc, évidemment, il n'y a pas de... Tout à fait. Typiquement, alors ils le disent pas, mais un Tyler Nubin aurait très bien pu être dans les 30 que tu interviews et que tu récupères finalement 2e tour, en tout début de 2e tour. Ça aurait été tout à fait possible. Alors, ils le disent pas, je sais pas si c'était le cas, mais... Ouais, et je sais pas s'ils en ont parlé pendant Hard Knocks ou s'ils en ont parlé pendant des interviews précédentes, mais je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, où en fait ils disent que tout le processus de draft, de scouting, etc., c'est pas que pour la draft, c'est aussi pour les années suivantes. Parce évidemment, bien sûr. Les scout reports qu'ils font aujourd'hui, si dans 2-3 ans, un de ces joueurs est disponible,
bah, ils vont regarder ce qu'ils avaient dit à l'époque, ils vont regarder son évolution à NFL et ils vont prendre une décision sur cette base-là. Très bonne remarque, très très bonne remarque, Thiergo. Oui, je sais. Je suis assez fier de moi. Effectivement, tu as tout à fait raison. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à raconter. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient qu'on aurait pu oublier sur ces 4 premiers épisodes? Il reste un épisode, hein, pour info. A priori, il devrait être centré sur le jour de la draft. Bon, on n'aura pas trop de surprises parce qu'on a déjà la réponse, mais il y a peut-être des petits trucs en bas de stage qui vont se passer qu'on ne savait pas. Mais globalement, je pense qu'il n'y aura pas d'énormes surprises sur ce dernier épisode. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu veux rajouter, Thiergo? La seule chose que je rajouterais, c'est que en fait, je n'ai jamais passé un mois de juillet aussi agréable du point de vue de la NFL, parce qu'en fait, comme on avait un épisode à se mettre sous la dent chaque semaine, le mois de juillet, qui est quand même la période la plus morte de l'intersaison où il ne se passe rien, ben, là, on est déjà au training camp. Il nous reste un épisode. Et puis, bah, la prochaine fois qu'on fera un épisode du podcast, on va pouvoir débriefer ce dernier épisode et pouvoir vous parler de ce qui se passe au training camp. Donc, voilà. Aussi, dernier point, on pourra aussi en reparler au training camp, mais quand tu vois Brian Daboll pendant Hard Knocks, qui est et Brian Daboll au début du training camp, qui est comme ça, c'est pas Weight Watchers qu'il a fait là. Je pense qu'il a fait un peu plus que ça. Ouais, mais tu sais, c'est depuis qu'ils l'ont dit. Tu sais, quand ils disaient, est-ce que tu penses, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a une séquence où ils sont, donc quand ils font à Indianapolis, là, dans le stade des Colts pour voir les joueurs, etc. Ils posent la question, ils voient les mecs courir les 40 yards. Et puis tu as un joueur qui bat le record du 40 yard dash. Et il dit, à ton avis, où est-ce que je dois me placer sur la ligne, sur les 40 yards pour pouvoir le battre? À un moment, il dit, est-ce que tu penses que si je me mets sur les 20, donc ça veut dire que le mec, il a 2 fois plus de distance à parcourir que lui, il dit, j'arrive à le battre. Et les mecs, il y a, je sais plus, il y a Shane Bowen, il y a Josh Allen, ça, qui sont là. Même si tu es sur les 35, tu n'arrives pas à le battre. Ouais, il lui dit, bah, si tu es sur les 35, il te reste que 5 yards à faire, je pense que tu le bats pas. Et il est dégoûté parce qu'en plus, il pose plein de fois la question. Il dit, mais toi, tu penses quoi? Mais personne lui dit. Donc, à mon avis, il a dû être piqué au vif là-dessus. Il s'est dit, merde, vas-y, il faut que je perde un peu de poids parce que là, ça va plus du tout. Ça se trouve, c'est lié ces deux séquences, mais bon, c'était rigolo. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Là, tout ce truc de ouais, non, mais si je prends non, mais tu vas te faire battre, Brian. D'ailleurs, on entend parfois que Brian Daboll n'est pas aimé au St. John's, machin. Bon, je crois qu'on a plutôt l'air de voir que c'est pas le cas. Il y a même un moment où il l'appelle, il est dans sa piscine avec son cigare parce que ça va être son anniversaire ou je sais pas quoi, donc il a pris un jour off. Ça a l'air, enfin, de ce qu'on voit en tout cas, ça a l'air plutôt détente et il y a l'air d'avoir plutôt une bonne ambiance dans ce front office. Je sais pas ce que tu en as pensé. Alors c'est une bonne réflexion parce qu'on a parlé du fait qu'on voit pas beaucoup Kafka dans cet Hard Knocks. Ouais, mais ça, c'est volontaire. Je pense que c'est pas une question de je m'entends pas avec lui. À mon avis, c'est plus. Il y a peut-être un peu de ça. Enfin, tu crois? Je veux pas supputer, mais tu vois, je veux dire, s'il y avait. Bon, c'est plus axé sur le front office que sur le coaching staff. Mais tu vois, dans la mesure où on a quand même pas mal dit que Brian Daboll laissait pas de marge de manœuvre à Kafka, le laissait pas s'exprimer, etc. Tu n'as eu aucun moment où en fait tu voyais Kafka qui disait un truc en réunion et Daboll qui disait ouais, je suis d'accord. Et deuxième point, qui n'a pas du tout été abordé, et ça je peux comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas été abordé parce que c'est touchy, c'est le départ de Wink Martindale. Ah bah ça a été balayé d'un revers de la main au premier épisode en 2 Ça n'a pas existé. C'est parce qu'ils n'allaient pas dire que Wink Martindale lui a dit fuck off et tout. C'est pas très glorieux pour la franchise aussi ce qui s'est passé. C'est clair. Donc, on parle du fait que Shane Bowen est arrivé. Ils disent beaucoup de choses de bien de Shane Bowen, mais on ne parle absolument pas du précédent coordinateur défensif. Donc, il y a quand même quelques aspects pas jolis de la franchise qui ont été laissés de côté. Bien sûr, bah oui, quand même. Et comme on disait, ils ont un droit de regard sur ce qui va être publié, donc ils ont le droit de choisir aussi certains trucs qui ne se disent pas. Et on aurait bien aimé en apprendre plus sur Martindale, mais je pense qu'ils ont bien fait de le mettre de côté. Ok, et bah écoute, très bien, merci beaucoup Thiergo. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au Twitter de Thiergo, @Thiergo, comme vous le voyez écrit à l'écran, THIERGEW. Le Twitter Twitter X, maintenant ça s'appelle, de NY Giants FR pour suivre toute l'actualité des Giants. On a aussi, qu'est-ce qu'on a comme autres réseaux sociaux? Je suis en train de regarder. On a un Instagram, on a Only Giant Blog.
On a un Instagram, vous pouvez vous abonner. J'essaie de poster quelques trucs de temps en temps aussi. Donc, si jamais vous pouvez le faire. Et puis voilà. Et puis mettre des étoiles, des pouces, des repartages, des commentaires, évidemment. C'est toujours agréable. Et merci à tous d'avoir suivi. Un OnlyFans. On vous montrera des photos de nos pieds. Et ok, alors Thiergo s'engage à ouvrir un OnlyFans où il vous montrera des photos de ses pieds pour récupérer quelques deniers afin de financer. Non, il n'y a pas de souci, mais je retiens que cet OnlyFans, en tout cas, tu veux l'ouvrir, donc il n'y a pas de souci. Merci Thiergo, merci à tous et à très bientôt sur Neil John Podcast. À plus tout le monde, ciao.